Ok, Maliens et Maliennes, membres de l'AES, peuple d'Afrique, vous êtes tous salués. On est encore sur notre émission Œil géopolitique avec le grand frère Iboussi pour venir discuter des actualités qui ont lieu globalement dans l'espace AES, plus globalement en général au sein de l'Afrique, à l'international et plus particulièrement au Mali. Donc, comme j'ai dit, on est avec le frère dans votre émission préférée, Œil géopolitique. Et on va commencer avec lui. Comment ça va, Iboussi? Oui, ça va très bien, Mohamed, de grand base. Ouais. Tous ceux qui me regardent, je les salue, j'espère que ça va chez eux. Mm. Et en tout cas, ils s'installent bien, ils auront de bonnes informations, pas de fausses informations ici. Effectivement. Avant de commencer, je souhaitais tous vous remercier pour les partages, les encouragements, les commentaires. J'essaye de vraiment tout lire, même si parfois ça peut être difficile. Mais on vous suit et si on est là, c'est uniquement grâce et pour vous. Donc, je souhaitais vous remercier particulièrement pour ça. Donc, Iboussi, aujourd'hui, on va parler dans notre premier thème de cette émission. On a vu que les FAMA ont neutralisé plusieurs terroristes qui avaient réalisé une embuscade entre Anefis et Aguelok, qui se trouve dans la région de Kidal. Donc, comment ça s'est passé? Quelles sont les informations que toi tu as à ce niveau-là? Parce qu'on a vu beaucoup de désinformation. Le mouvement terroriste FLA aussi avait fait un communiqué pour dire que eux, ils avaient tout détruit comme d'habitude sur TikTok. Et toi, de ton côté, quelles sont les informations que tu as et quelle est la réalité du terrain? Non, la réalité du terrain est que les groupes armés terroristes ont vraiment perdu beaucoup de gens. Mm. Ils ont perdu beaucoup de gens. Ils ont comme oublié que l'État malien, l'armée malienne est largement plus présente dans la région de Kidal que partout ailleurs sur le territoire malien. Effectivement. Parce qu'on ne peut pas faire 10 ans, 12 ans, je ne sais pas combien d'années, en n'ayant pas le contrôle de cette région-là, et qu'une fois qu'on récupère cela en novembre 2023, qu'on laisse ça comme ça. Non. On ne peut pas négliger On ne peut pas s'amuser. la région de Kidal, ce n'est pas possible. Mm. Et puisque nous connaissons déjà leur technique, nous savons que c'est des gens qui viennent généralement 2 fois ou 3 fois plus nombreux que vous. Parce qu'ils savent qu'il y a des postes où il y a des militaires maliens qui sont là-bas. Il peut y avoir une compagnie, 2 compagnies, 120 hommes, 230 hommes, des choses comme ça. Et généralement, ils viennent à 400, 500 hommes, donc 2 fois ou voire même 3 fois plus nombreux que vous. Mm-hmm. Et à âme égale, ils arrivent quand même à vous rentrer dedans. Mm. C'est clair, à âme égale, vous perdez le combat face à eux forcément. Donc, étant donné que nous maîtrisons déjà cela, nous le savons, hier, on leur a fait perdre beaucoup d'hommes. Notamment, les gens ont vu uniquement le nom des différents commandants. Les différents commandants, notamment le beau-fils de Al-Gabas. de Al-Gabas, son fils qui est blessé gravement, peut-être qu'il va mourir, on ne sait pas. Parce que son fils, aux dernières nouvelles, il était très gravement blessé et se déplaçait vers l'Algérie. Parce que pour que les gens comprennent un petit peu, en fait, Bamako, c'est au sud du Mali. Mm-hmm. Et Bamako, Gao, ça fait 1200 km. Donc, il faut parcourir 1200 km pour arriver à Gao vers le nord. Mais arrivé à Gao maintenant, eh bien, on va vers... on peut aller vers, comment on va appeler ça, vers Bourem, qui est dans les à peu près 300 km, si je me rappelle. Je me rappelle, c'est 200 et quelques, presque 300 km. Mm. Et de Bourem, maintenant, on monte vers Tarkint. On monte vers Tarkint. Et de Tarkint, après, on monte vers Anefis. Et vers Anefis, maintenant, on peut aller, si on va du côté droit, Anefis n'est pas très loin de Kidal, peut-être une centaine de kilomètres comme ça. Donc, quand on va du côté droit, on va à Kidal. Mais quand on va du côté gauche, alors quand on continue du côté gauche, là on se retrouve carrément à Aguelok. On se retrouve à Aguelok. Donc, maintenant, Aguelok est assez loin. Donc, Aguelok, c'est au nord, au nord de Kidal, mais on va dire nord-ouest. C'est au nord-ouest.
Ouais, donc, bon, j'imagine qu'à partir de Kidal, il y a sûrement des routes qui peuvent mener à Agolok. Mais généralement, lorsqu'on arrive à Anéfis, avant même d'arriver à Anéfis, à partir de Tarkid, entre Tarkid et Anéfis déjà, on choisit son chemin. Parce que quand on est à Anéfis, ça veut dire qu'on veut directement aller à Kidal, généralement. Parce qu'il y a une route, quand tu es à Anéfis, ça veut dire que, voilà. Donc quand on quitte Tarkid, avant d'arriver à Anéfis, il faut choisir. Soit on prend la route carrément de la route gauche de Hagelok, soit on prend la route à droite pour aller vers Anéfis et ainsi qu'on va à Kidal. Ouais. Donc maintenant, ça c'est important quand même que les gens comprennent que c'est des très grandes distances. C'est très grandes parce que déjà, Bamako, Gao c'est 1200, Gao, Bourem c'est dans les 300, donc après Bourem, Tarkint, peut-être c'est dans les 80 et quelques, je sais pas, je me rappelle pas très bien, mais ça c'est lancé, de Tarkint à Anéfis c'est lancé. Donc c'est des très grandes distances, c'est des très grandes distances. Donc maintenant, c'est beaucoup de terre. C'est des terres, c'est des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres qu'on parcourt dans le désert comme ça. Donc eux, ils ont pris confiance. Ils savent que nous sommes en train de déployer nos équipements militaires. Les équipements militaires qu'on a reçus dernièrement, qui sont venus par la Guinée, tout le monde s'en rappelle. On est en train de déployer ces équipements militaires-là. Parce que ces équipements militaires, j'imagine qu'il y en a pour l'armée malienne, mais il y en a aussi pour AK. Pour le corps africain, d'accord. Et donc, ces équipements on est en train de les déplacer, donc ils ont eu des informations indiquant que, bon, nous avons quitté Gao, nous avons quitté Tarkint, maintenant on est en train d'aller, on est entre Anéfis et Agarok. Peut-être quelque chose de 300, 400 quelques mètres. Donc, ils se sont dit, bon, voilà, on va essayer de les attaquer. Mais ça a été très difficile pour eux parce que moi, j'ai des images. Ils ont été détruits, ils ont été décimés en fait, ils ont été totalement décimés. Les images que j'ai reçues à travers le site Telegram de Africa Corps, non, c'est terrible. C'est terrible. Ils ont voulu faire croire que c'est Africa Corps qui s'est fait attaquer, que c'est l'armée malienne qui s'est fait attaquer et que nous avons perdu. Mais voilà, on a tous vu, on a vu des corps. Eux-mêmes, dans leur communauté, la communauté des groupes armés terroristes, ils ont communiqué, on a vu des gens de chez eux. Moi, j'ai lu je ne sais pas si c'est une correspondance, mais il y a une note qui a été faite par quelqu'un qui se plaignait beaucoup de Al-Gabas. Il disait qu'Al-Gabas, voilà, tu nous as créé des problèmes. Et il a dit à l'autre aussi, à Ramadan, vous aussi, vous nous avez créé des problèmes. À cause de vous, nos enfants sont morts. Al-Gabas, toi, tu es en train de ramasser à la petite cuillère tes enfants qui sont morts, tu donnes la mort à tout le monde. C'est-à-dire, c'est la lettre, quand j'ai lu ça, c'est quelqu'un qui peut-être au départ était avec eux, mais qui a vu que tellement c'était dur pour eux hier, c'était tellement dur pour eux hier, que la personne s'est vraiment désolidarisée et a parlé. Et il y a eu beaucoup de morts, ils ont vraiment été décimés et le convoi a continué vers Agalok. Donc il y a eu beaucoup d'opérations militaires que le Mali a fait et franchement ça a été un coup très très dur pour eux. Effectivement. Et du coup aussi on a vu que eux de leur côté aussi ils ont communiqué. Ils ont montré des vidéos comme d'habitude. Ils ont à peu près les mêmes modes opératoires que les terroristes, enfin que les mercenaires du JNIM là. Le JNIM et l'État islamique. Ouais, que le JNIM et l'État islamique, c'est toujours des vidéos de quelques secondes pour montrer qu'il s'est passé ça, de propagande. Et ils ont montré un pick-up qu'ils ont récupéré, qu'ils ont récupéré sur le coup. Ils ont montré aussi des camions de travaux publics, je crois. Des camions et des camions remorques donc et qu'ils ont brûlé tout ça. Comment ça se fait? Moi j'ai eu quelques petites informations à ce sujet, mais toi de ton côté est-ce que tu as eu des informations concernant ça? Parce que moi ce que j'ai appris c'est que une fois que le combat a été terminé, donc l'armée s'est retirée, du coup terminé, l'armée s'est retirée et il y a eu une tempête de sable. Du coup, il y a certains équipements qui ont été laissés sur place, puis après la tempête de sable, ils sont revenus à pied sur les lieux pour faire leur image de propagande. Est-ce que tu as eu vent de cela ou est-ce que tu as eu des informations qui peuvent étayer ça? Oui,
Oui, oui, effectivement, moi j'ai vu la tempête. J'ai vu, il y a une tempête de sable qui s'est levée. Mhm. Mais en fait, c'est-à-dire, les images que moi j'ai pu consulter, les images du corps africain, Africa Corps que j'ai pu consulter, en fait, ils avaient des blindés, ils avaient des véhicules. Mhm. C'est des gens qui avaient déjà ces véhicules-là. Je ne sais pas comment ils les ont eus. Sûrement, un jour, ils ont peut-être attaqué des positions de l'armée quelque part, parce qu'ils peuvent attaquer les positions de l'armée quelque part dans une région du Mali. Mhm. Et ces véhicules, ils peuvent les amener là-bas. Mhm. Ils peuvent les amener dans le Grand Nord, vers les Aguelocs, etc. Donc, parce qu'ils avaient les véhicules. Mhm. Ils avaient, parce que c'était ces véhicules qui étaient en train d'être détruits par Africa Corps et l'armée malienne, en fait. D'accord. Ce sont ces véhicules qu'on détruisait. Donc, euh, euh, avant le combat, ils avaient ces véhicules-là. Pendant le combat, ils avaient ces véhicules-là. Et c'est pendant le combat que les véhicules ont été détruits. Et on a les images d'Africa Corps qui, Oui. on voit les véhicules se faire bombarder et on les Effectivement. voit à terre en train de fuir. Effectivement, Donc, effectivement. voilà, on les voit fuir. Et ils ont voulu faire croire que c'est Africa Corps qui a fui, ou etc. Mhm. Donc, du coup, c'est ça. Ces véhicules-là, c'est vrai qu'il y a des véhicules qui appartiennent à l'armée malienne. Il y a aussi du matériel de chantier, comme tu l'as si bien dit, genre Caterpillar, etc. Exactement, ouais, c'est ça. Voilà, bon, après, sûrement qu'ils se sont rendus compte que c'est des véhicules qui ne peuvent plus rien faire. Mhm. Donc, autant brûler ces véhicules pour l'image, parce qu'aujourd'hui, ils sont plus vidéastes que les combattants. Ils Effectivement. savent même plus faire des vidéos, parce qu'ils vont se dire, attendez, on va tromper les gens, ces véhicules-là qu'on avait déjà, on va les brûler, leur montrer qu'on a eu le dessus sur eux. Mhm. C'est clair. Si tout de suite, moi, j'attaque une position de l'armée et que je suis en défaite, et que l'armée s'en va, après avoir tué plein de gens chez moi, et que j'ai fui, après, pour montrer que j'ai eu le dessus sur eux, je peux brûler ce véhicule-là qui ne me sert plus à rien Mhm. et montrer qu'on a eu le dessus. Donc, en fait, ils ne peuvent pas tromper les gens. Hier, c'était dur pour eux. Il y a des moments où c'est dur pour nous aussi, et on le dit. Quand c'est dur pour nous, on dit non, franchement, là, le combat n'était pas du tout facile. Hein, tel que lorsqu'il y a eu le combat à Tessite. Tessite, c'est important de dire que Tessite est différent des Thessalites. Oui. Parce que hier, lorsque je discutais avec quelqu'un, la personne me parlait de Thessalite, il confondait. Thessalite est encore en haut de Agueloc et tout Agueloc ça. et tout ça, Encore plus, voilà. Et Tessite, ça, c'est vers Gao. Tessalit, c'est plus Alors, aux alentours d'Inafarak. voilà, exactement. Voilà, Thessalite, c'est là-haut. Donc, du coup, c'est important de dire qu'au niveau de Tessite, c'était un peu difficile au départ. Hein, mais après, bon, les hommes se sont organisés, ceux qui ont été blessés, certains ont été tués. Mais voilà, on a fini par avoir le dessus face à la capacité de s'organiser très rapidement. Mhm. Et grâce aux avions aussi qui sont très rapides, hein, nous avons vraiment des bombardiers qui sont très rapides, qui nous ont aidés, et ainsi que les drones de Wassim Nasr. Oui, parce que, voilà. Donc, une fois de plus, ces groupes armés qui ont été défaits hier, c'était très dur pour eux, hein, parce que il y a beaucoup de personnes qui appartiennent à la même famille qui ont été carrément tuées. Et ça va être très dur pour eux, pour tous les gens qui les soutiennent. Et ça va être très très dur pour eux, ça je le sais quand même. Et puis les drones, j'imagine que les drones sont entrés en action. Je vois que Wassim Nasr continue toujours d'insister sur le fait que nous n'avons pas de munitions de drones. Et pourtant, il est en train de pousser ces gens à sortir et on continue à les tuer. Mais hier, c'était très dur pour eux. Ils ont perdu beaucoup d'hommes hier. Ouais. Après, des informations que j'ai eues sur les différents canaux et sources d'informations, c'est aux alentours de 200 à 300. Est-ce que ce chiffre te paraît correct? Oui, effectivement, c'est ce que j'ai appris aussi. J'ai appris dans les alentours de 200. Ok. Et aussi, on a appris aucune perte côté Africa Corp et aucune perte côté Fama. Non, okay. Absolument rien. Ok. Absolument rien. C'est-à-dire ils ont été détruits. Ils ont juste été décimés. Ah oui, non, hier c'était très dur pour eux. C'est très très dur pour eux. D'accord. Donc, ensuite, maintenant qu'on a vu un peu ça, on a vu aussi ce matin un communiqué de l'état-major général des armées indiquant qu'un aéronef s'est écrasé dans le fleuve Agao suite à un dysfonctionnement. Est-ce que tu as des informations concernant cela et est-ce que tu as des informations sur ce sujet-là? Oui. Bon, puisqu'il y a beaucoup d'opérations militaires dans la zone, et les opérations militaires se font à partir de la base aérienne de Gao.
c'est à partir de là-bas qu'ils décollent, que les avions décollent, les avions, ils vont, ils bombardent dans la zone. Même les bombardements qui ont été faits hier, ils ont sûrement été faits par ces avions-là. Mm. Donc maintenant, ce matin, dans la nuit, il y avait des opérations. Ce matin, lorsque l'avion il essayait de regagner l'aéroport, la base aérienne, bah, le temps n'était pas bon. Parce que tout à l'heure, c'est ce qu'on disait. On disait qu'il y avait déjà les tempêtes de sable hier soir. Hier, lorsque le combat finissait, et là aussi, on s'imagine que c'est une zone où il y a des tempêtes de sable terribles, où la visibilité elle devient nulle carrément, quoi. Et surtout quand l'avion commence à descendre au sol, quand il descend, là il est victime de il faut de la visibilité. Voilà, donc l'avion, bon après les pilotes ils se sont débrouillés pour, si on peut dire comme ça, amérir. Hein. Ils sont descendus dans le fleuve pour ne pas descendre à terre, parce qu'en descendant à terre, ils auraient pu que des gens des gens au sol. Et c'est comme ça qu'on a perdu l'avion. Mais Dieu merci, ils ont pu quand même descendre de manière à ce que les pilotes ne sont pas décédés. Les pilotes, ils ont été pris en charge et c'est ça qui est le plus important. Effectivement. Le matériel, ça va venir. Hein. Il y a du matériel, beaucoup de matériel qui doit venir, beaucoup. Mais on ne peut pas toujours remplacer les pilotes facilement comme ça, surtout les pilotes expérimentés comme ça. Donc ils sont en train de se faire soigner. L'avion n'est pas récupérable apparemment et c'est voilà, c'est ça. Oui, et c'est ça aussi. De la guerre, c'est ça aussi. Effectivement. Et effectivement, comme tu as dit, dans l'aviation, en fait, il y a 3 règles dans ce genre de cas, de ce que j'ai compris. C'est 1, tout faire pour pas blesser ou tuer des gens au sol. 2, sauver le pilote. 3, si possible, sauver l'avion. Donc on voit que 2 sur 3 t'es réussi. Donc c'est une perte, mais effectivement, les dégâts ont été limités. Donc, et puis l'armée a précisé de manière très claire que ça ne va pas déranger les opérations, ça ne va rien perturber. Voilà. Okay. C'est un avion perdu, mais ça ne va rien déranger en fait. Effectivement. Donc ensuite, on a, pour passer sur un autre sujet, mais avant ça, juste, je voulais savoir, à ce niveau-là, est-ce que... ah, mais ça, tu l'as déjà dit, l'avion a été est récupérable, hein, c'est bien ça. Ouais. Donc ensuite, pour passer à un autre sujet, comme je disais, on a vu passer cette semaine un projet de loi au Conseil des ministres proposant de donner 5 ans supplémentaires au président Assimi Goïta, parce que maintenant je pense qu'il va falloir l'appeler président de la République. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est imposé aux Maliens, parce que les gens, c'est ça qu'ils nous disent ici, c'est qu'ils veulent garder le pouvoir, s'imposer. Est-ce que sur place, c'est ce qui est ressenti par les Maliens, que c'est quelque chose qui est imposé et que les militaires veulent s'imposer au pouvoir et rester et s'éterniser, ou est-ce que c'est quelque chose qui est demandé et apprécié par les populations? Non, ici au Mali, vous savez, c'est important que les gens qui nous regardent sachent une chose. C'est que un peuple, lorsqu'il ne veut pas être gouverné par des dirigeants, il n'est pas gouvernable. C'est tout. C'est très clair. Puisque, en fait, l'armée ne peut pas menacer tout le monde. Les militaires qui sont au pouvoir ne peuvent pas menacer tout le monde. Ils ne peuvent pas sortir, dire, bon, écoutez, on va fermer la bouche de tout le monde, on va museler tout le monde, c'est pas possible. Lorsqu'un peuple ne veut pas se faire gouverner par des dirigeants, tout le monde va le savoir. Ça va se traduire par des manifestations, par des sorties, par beaucoup de choses, par beaucoup d'actions. Et les gens qui veulent faire croire que les Maliens sont muselés, c'est la peur qui fait qu'on sort pas, c'est pas vrai. Les Maliens sont sortis sous ATT ici. Ils ont créé les conditions pour que ATT s'en aille. ATT, c'était un président. Les Maliens sont sortis ici. Ils ont été chercher, malheureusement, le président de la transition de l'époque, Diankouna Traoré. Ils ont été le chercher jusqu'au palais et ils l'ont frappé, malheureusement. Les Maliens, ils sont sortis ici pour IBK. On a fait 3 mois, on sortait tous les jours. On a dit non, on ne veut plus qu'ils nous gouvernent. Et puis on l'a fait partir. Moussa Traoré, ça c'est un peu plus ancien, on l'a fait. Donc c'est pour dire qu'en fait, on ne peut pas museler un peuple. Ni le peuple malien, ni n'importe quel peuple dans le monde, on ne peut pas museler. Donc les Maliens ne sont pas muselés. Il y a quelques personnes qui ne sont pas contentes, c'est vrai. Mais voilà, on ne peut jamais avoir 100% des gens qui vont faire l'unanimité par rapport à un pouvoir. C'est clair, il y a des gens qui n'aiment pas le pouvoir qui est là, et c'est clair. Tout comme il y a des gens qui n'aimaient pas le pouvoir qui était là hier aussi.
et les futurs pouvoirs qui vont venir jusqu'à la fin de l'humanité, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec eux. C'est ça. Mais l'écrasante majorité, je le répète encore, l'écrasante majorité des Maliens soutiennent ces pouvoirs militaires qui sont là, aussi bien ici au Mali, aussi bien au Burkina qu'au Niger, dans l'AES. Donc, c'est aux dirigeants maintenant militaires de savoir que aujourd'hui, les gens les soutiennent, c'est à eux de bien faire après. Parce que s'ils ne le font pas bien, les gens ne vont plus leur apporter leur soutien. Voilà. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis que quand les gens vous soutiennent, il ne faut pas dormir sur vos lauriers. Sur ces lauriers. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on dit. Hein, ouais, c'est ça. Voilà. Pas dormir sur ces lauriers. Il faut plutôt se dire non, attention, je suis soutenu. Donc, il faut que je travaille davantage pour que je puisse maintenir ce soutien. Effectivement. Parce que l'histoire a montré que lorsqu'on exerce le pouvoir, au fur et à mesure qu'on exerce le pouvoir, eh bien, on devient impopulaire. La popularité descend, oui, ça c'est sûr. Voilà, la popularité descend. Donc, c'est à eux de tout faire pour maintenir ce cap-là. Donc, la population, moi j'ai lu des commentaires, il y a des gens même qui ont dit, mais voilà, c'est bien, ils sont contents, il faut que maintenant que le CNT entérine rapidement. Le CNT qui fait office de l'Assemblée nationale, ils ont dit il faut que l'Assemblée nationale entérine, et puis voilà, comme ça, le général Goïta va devenir président de la République, et puis on avance. Et puis on avance. Les gens disent d'aller, quoi. Les gens disent d'aller vite, et puis qu'on en finisse avec ça. Comme ça, son mandat va être comme les différents mandats des autres présidents de l'AES, afin qu'ils puissent tout faire ensemble. Descendre ensemble, monter ensemble, et puis c'est ça. Non, moi je crois que, personnellement, c'est le fait de l'appeler président de la transition au président de la République. Moi je me dis qu'il y en a qui aiment bien s'accrocher aux définitions, aux mots. Sinon, ça c'est un détail. Il est le président de la République, hein. C'est lui qui fait tout comme le président de la République. C'est un détail. Donc ça c'est un détail. Voilà. Maintenant, le fait qu'on lui ait donné 5 ans, moi j'ai beaucoup aimé. Parce que moi, ces militaires-là dans l'AES, moi je veux qu'ils restent aussi longtemps qu'il le faudra pour que nous puissions stabiliser l'AES. Effectivement. Voilà. Mais comme je l'ai dit à l'instant, c'est important aussi qu'ils fassent tout pour continuer, garder leur ligne, travailler à nous renforcer. Effectivement. Voilà. Mais dans ces cas-là, d'autres vont rétorquer que si c'est la population qui le demande et que la population est plutôt d'accord avec ça, pourquoi ne pas organiser des élections? Ça, ils vont le rétorquer. Mais ceux qui veulent organiser les élections, ils peuvent aller organiser les élections à Kidal ou bien là où il y a eu des bombardements. Là où il y a des bombardements, ce serait bien de les amener là-bas, qu'ils aillent faire une semaine là-bas, 2 semaines. Pour faire campagne. Peut-être que ça va leur permettre de prendre conscience, en fait, de comprendre que nous sommes dans un pays en guerre. Hein? L'autre jour, vous avez vu dernièrement, il y a eu plein d'attaques. Il y a eu l'attaque de Maou dernièrement dans la région de Kuchala. Il y a eu l'attaque de je sais pas où, il y a eu tellement d'attaques dernièrement. À Tombouctou, heureusement que nos militaires nous ont fait honneur, ils nous ont fait honneur à Tessit. Il y a eu l'attaque de Boukissi, tout le monde l'a vu. Il y a eu l'attaque de. Voilà, ils ont attaqué un peu partout. Ouais. Ils veulent créer la panique, ils essayent de voir combien d'hommes on a dans ces zones-là. Et ils viennent 2 fois, 3 fois plus nombreux. Et donc ceux qui veulent faire les élections, quand les envoie faire les élections, ils n'ont pas aller faire leurs élections dans ces zones où il y a des attaques. Comme ça, ils vont comprendre un peu. Quoi. Et c'est ce que moi je dis en fait. Je dis que moi, s'il y a bien une chose que moi je reproche un petit peu à nos dirigeants militaires là, c'est de ne pas prendre ces personnes-là souvent et les envoyer sur les théâtres et les opérations où il y a la guerre en fait. Parce que ça permet de prendre conscience. Parce que les gens, en fait, quand ils passent leur temps sous un arbre ici, ils sont assis tranquillement, ils font de grands débats, de grands speeches, ils parlent. Bon, écoute, ça veut dire que, voilà, ils ne savent pas. Mais si tu les amènes sur le terrain, ils vont voir la réalité, les réalités du terrain. Ils vont dire, ah, tiens, non, ils vont dire, c'est vraiment sérieux. Ouais, effectivement. Voilà, c'est-à-dire que personne ne doit pouvoir nous obliger à faire des élections. Ça, c'est clair. On stabilise d'abord le pays. Mais Emmanuel Macron, l'autre jour, il a bien dit. Il dit que l'Ukraine est en guerre, l'Ukraine ne peut pas faire d'élections. Hein? Le Mali est en guerre, l'AES est en guerre, c'est l'AES qui a fait les... On ne fait pas d'élections. On n'est pas là pour faire les élections. C'est ça. Voilà. Au départ, on voulait faire les élections. Mais lorsqu'on a compris qu'il y a des attaques intensives, il y a des attaques partout, on a compris que... et puis, toutes ces attaques-là qui sont là actuellement, qui sont en train d'être faites actuellement, c'est des choses qui ont été comprises par l'AES. C'est la raison pour laquelle on a fait de l'AES une seule zone d'opération, une zone unique d'opération militaire.
Donc, depuis cette date-là, moi, je dis, ah non, je dis, mais donc, si vous percevez des choses comme ça, si les services de renseignement font état de beaucoup d'attaques qu'il va y avoir, on laisse tomber les élections. Ah oui, ça c'est clair. Les 90 milliards qu'on avait prévus pour faire les élections, on laisse tomber et on sécurise le pays. Effectivement. Voilà, et c'est tout. C'est tout, effectivement, Donc, mais c'est ça. il y a tellement de pays dans le monde qui ne font pas d'élections, mais ça se passe bien chez eux. On va pas... écoute, nous sommes au Mali ici, là. Qu'il y ait élection ou pas, tiens, on est en train de vaquer à nos occupations ici. Hein. Ça change absolument rien. Ça change Donc, absolument rien. simplement cela. Maintenant, ce sont les démocrates, là, les soi-disant démocrates, qui sont accrochés à des mots, à des trucs, démocratie, des définitions. Nous, actuellement, on se cherche. Comme on le dit, comme nos frères ivoiriens le disent, nous, on se cherche, on cherche à stabiliser nos États, à stabiliser notre pays. Et franchement, on remercie les partenaires russes qui nous amènent des équipements incroyables. Aujourd'hui, ce sont nos hommes qui se battent sur le terrain. On a déposé tous ces 24 000 hommes là, de la MINUSMA, de Barkhane et de toutes les forces spéciales européennes, plus de 24 000 hommes. On a déposé tous ces gens-là. C'est nous seuls, l'armée malienne qui est là, avec Africa Corps, et on est en train de faire, on est en train de maintenir le pays sur ses pieds. Mais ça, il faut les féliciter. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Après, moi, j'ai juste un petit truc, une petite information à ajouter, parce que je viens de me souvenir d'un truc. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, tu parles de ci, tu parles de ça, tu parles pas de ci, tu parles pas de ça. Moi, déjà, je vais dire une chose. La chaîne ici, c'est la nôtre. Je décide de ce que je dis sur ma chaîne. C'est la première chose. De deux, je ne suis pas un journaliste. Moi, je prends parti. Clairement, je prends parti. Parce que c'est mon pays, je prends parti pour mon pays. Ça, il va falloir que tout le monde le comprenne. Et de deux, enfin, pour finir, j'essaye, malgré mon parti pris, de toujours rechercher des informations sûres, vérifiées, sourcées et vérifiables. Et si sur un sujet, je décide de ne pas en parler, c'est soit que je ne le maîtrise pas, pour le moment, ou soit qu'il n'est pas intéressant d'en parler parce que... il n'est pas intéressant d'en parler, tout simplement. Maintenant, concernant cette situation d'élection ou pas d'élection, comme tu as dit, ceux qui veulent faire des élections, d'abord, enfin ceux qui veulent nous imposer des élections, qu'ils aillent d'abord imposer à Zelensky d'aller faire des élections. Après, on pourra commencer peut-être à discuter. Ensuite, celui qui veut faire des élections, il n'a qu'à aller organiser sa campagne. Il commence par Kidal en descendant. Il commence par Tinzaouaten, il descend sur chaque ville et il fait campagne. Le jour où il arrive à Bamako, il est président direct. Comme ça, on n'a plus à en discuter. Parce que, en fait, c'est des histoires, souvent, ça énerve. Non, mais les personnes qui disent cela, il n'y a pas de... Vous savez, il n'y a pas de neutralité face à l'injustice. C'est clair. On ne doit pas être neutre, on doit défendre notre pays. Ça, c'est clair. On doit défendre notre pays parce que notre pays est agressé aujourd'hui. Il est agressé par certains pays. Il est agressé par l'Algérie. Il est agressé par l'Union européenne, par le Royaume-Uni. Et puis indirectement par les États-Unis. Effectivement. Parce que les groupes armés terroristes là, sont financés par ces gens-là. Voilà. Donc notre pays est agressé. Donc nous, on défend notre pays. Et c'est tout. C'est tout. Maintenant, celui qui n'est pas content, nous, on n'est pas là pour lui faire plaisir. C'est exactement ça. Nous, ce n'est pas parce qu'on soutient notre pays, on soutient les dirigeants militaires actuels qui sont à la tête de nos États, que ceux qui ne vont pas, qu'on ne va pas le dire. C'est ça. Ceux qui ne vont pas, on le dit. Lorsqu'on perd des hommes ici et là, on le dit, les conseils qu'on a passés, on dit ces conseils-là, on dit ce qu'on pense de la situation. Effectivement. Voilà. Mais maintenant, on soutient notre pays. Pourquoi on soutient notre pays? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait qu'ils sont dirigés vers en fait, ils sont en train de diriger tout leur arsenal vers l'AES. Ils veulent faire tomber les dirigeants de l'AES. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais imagine un petit peu le GNIM. Le GNIM qui dit qu'il faut changer le gouvernement au Mali. Vous imaginez un peu ça? On a vu un groupe armé terroriste avoir les mêmes revendications que les dirigeants français. Non, c'est grave. Les dirigeants français veulent que ce gouvernement s'en aille. Le GNIM aussi dit qu'il faut que le gouvernement s'en aille. Donc, on défend notre pays et c'est tout. Après, celui qui n'est pas content, qui veut qu'on dise du mal de notre pays, nous, on ne va pas dire du mal de notre pays. Nous sommes des patriotes, on aime notre pays, on soutient notre pays. C'est clair et net. Voilà. Et on soutient notre armée et qu'il continue ainsi. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est tout. Donc, on va passer au sujet suivant qui concerne, alors là, sujet très très chaud. Mais très 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 chaud. Sujet international. On a vu les hostilités entre l'Iran et Israël ont commencé avant-hier soir. Où Israël a mené des centaines d'attaques via leur aviation.
où ils ont quand même fait du mal à l'Iran sur ce point-là. Parce qu'ils avaient réussi à, on va dire, désactiver leur DCA, leur, euh, leur, euh, leurs équipements antiaériens. Ils ont réussi à décapiter un certain nombre au niveau de la hiérarchie militaire, au niveau des gardiens de la Révolution, au niveau de l'état-major. Ils ont tué pas mal de chefs. Et le lendemain, réponse de l'Iran, des centaines et des centaines, plusieurs salves de missiles qui tombent sur Israël, impossible à intercepter. Plusieurs coalitions de pays qui ont tenté d'intercepter ces missiles, rien à faire. Destruction massive en Israël, c'est une première, ça n'a jamais été fait. Et l'Iran a tapé vraiment fort sur ce coup-là. Et apparemment, pour eux, c'est que le début. Ils ont monté le drapeau rouge sur leur mosquée pour indiquer que c'était le drapeau rouge de la vengeance. Et leur dernière annonce, c'est que la prochaine salve pourrait être de plus de 2000 missiles à la fois. Quelles sont, toi, tes informations que tu as par rapport à ça, et quel est ton ressenti par rapport à cette situation, et à ton avis, vers quoi on se dirige? Parce que c'est un embrasement qui peut vraiment amener à quelque chose de très fort dans cette région. Non, moi, dans cette affaire, c'est très simple. Moi, je soutiens l'Iran dans cette affaire-là. Très clair. Parce que les pays agresseurs dans ce monde sont connus. Les pays injustes dans ce monde sont connus. Les pays agresseurs, c'est les États-Unis d'abord. C'est le Royaume-Uni après. Et c'est les Européens après. Voilà. Voilà ces trois-là. Si ces trois-là n'étaient pas dans ce monde-là, on serait beaucoup plus tranquille. Serait en paix. Ce monde-là serait en paix. Effectivement. On ne voit pas les Chinois aller avec des avions partout, ou bien avec des groupes armés terroristes aller taper sur les gens. Non. On ne voit pas les Russes faire ça. Non. Donc, alors que ce sont les superpuissances. C'est ça. On ne voit pas les Indiens faire ça. Non plus. On voit pas. C'est uniquement les Européens et les États-Unis qui font des choses comme ça. C'est ça. Et c'est eux qui sont en train de soutenir Israël. Moi, je ne suis pas contre Israël. Je m'en fous carrément d'eux. Je n'ai rien à voir avec eux. Je ne les connais même pas. Mais je soutiens l'Iran. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir pourquoi il y a des problèmes entre eux. Pourquoi il y a des problèmes? Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des pays qui se donnent le droit d'avoir l'arme atomique. Et qui refusent que les autres. Certains n'ont pas le droit d'avoir l'arme atomique. C'est quand même quelque chose. C'est ça le problème. Tout le problème, c'est ça. C'est comme nous au Mali ici. On nous a dit, ah non, écoutez, on va vous envoyer les forces spéciales européennes, on vous envoie l'armée française, on vous envoie la légion étrangère, on vous envoie l'amunissement, mais il n'y a pas question de vous permettre de vous armer. Ah non, l'armée malienne, vous n'allez pas avoir d'avions de guerre, les avions de chasse, ah non, il n'y a pas question, on n'en parle pas. Il n'y a pas question d'avoir des drones de combat, il n'y a pas question d'avoir des armes à volonté. Tout ce que vous voulez, des anti-aériens, il n'y a pas question d'avoir des anti-aériens. Non. Laissez-nous, les Européens, on vient faire la bagarre chez vous. Mais nous, on dit non, on veut acheter. Ouais, ils disent, ah non, vous n'allez pas acheter. Et quand on donne l'argent, ils disent, ah non, il n'y a pas question. Quand on arrive à contourner tout le réseau, tous les systèmes pour aller acheter des avions ailleurs, ils bloquent ça. Ils bloquent, c'est comme le Casa C-295, ils ont eu à bloquer ça. Quand on veut acheter des hélicoptères de guerre, on dit, ah non, vous n'allez pas acheter d'hélicoptères de guerre, mais vous voulez faire quoi avec? Laissez-nous les Européens, on est chez vous, on va gérer cette crise-là. Bon, vous voyez, donc l'Iran, c'est un pays qui a le droit d'avoir l'arme atomique. Et c'est tout. C'est tout. Maintenant, il n'y a pas de, nous les États-Unis, nous avons l'arme atomique, mais les autres pays n'ont pas le droit de l'avoir. Ça marche pas nous, comme les ça. Européens, on a l'arme atomique, mais les autres ne peuvent pas avoir cela. Donc, c'est ça. Tout le problème, c'est ça. Ils soupçonnent l'Iran de développer l'arme atomique. Et puis, bon, éventuellement, ils peuvent frapper Israël. Parce que l'Iran ne s'entend pas avec Israël. Donc, voilà, tout le problème, c'est ça. Bon, maintenant, Israël a frappé. Israël a commencé à frapper, a été le premier à frapper. Ils ont frappé fort. C'est eux qui ont été, ils ont parcouru les différents pays là. Parce qu'il y a quelques pays quand même entre il y a Liban, Syrie, Irak. Israël et Dieu. Il y a l'Irak, ici je me rappelle très bien, il y a la Jordanie aussi. Ouais. Et voilà. Il y a la Syrie et il y a il y a une partie le Liban. De la Syrie aussi. Donc ils ont traversé 2-3 pays là, ils ont frappé. Et ces pays ont laissé les Israéliens passer. Les avions israéliens, ils passent. Mais lorsque les Iraniens maintenant veulent passer à travers le ciel irakien, ils ferment leur espace.
voilà, ils ferment leur espace ou bien ils bombardent. Ou bien quand tu veux passer dans le ciel syrien ou bien dans le ciel de la Jordanie, ils bombardent les vecteurs aériens iraniens. Mais quand même, l'Iran est en train de se défendre. Moi, j'ai beaucoup aimé que l'Iran a pu se défendre. Ils ont quand même pu bombarder la capitale, ils ont bombardé très bien bombardé. Il faut qu'ils continuent comme ça. C'est ça. Il faut pas qu'ils laissent, il faut qu'ils continuent comme ça jusqu'à ce que les Israéliens et les Américains et tous les autres comprennent que, bon voilà, même si l'Iran, même s'ils s'associent contre l'Iran, ils sont plus forts que l'Iran, c'est vrai, mais il faut que l'Iran se fasse respecter. C'est ça, c'est clair. C'est ça le plus important. Ce n'est pas que... C'est vrai qu'ils ont fait plus de dégâts en Iran que l'Iran a fait des dégâts chez eux. Mais il faut que l'Iran se fasse respecter. C'est de ça dont il s'agit. Effectivement. C'est pas une affaire de plus fort. Nous, on s'en fout qu'ils soient plus forts ou plus armés. Il faut que l'Iran se fasse respecter, continuer à les bombarder. C'est ça, c'est tout. En fait, les gens, il faut qu'ils comprennent, on n'est pas dans un jeu vidéo. Quand les gens ils meurent pour de vrai. C'est la guerre. Donc on n'est pas là à dire qui a gagné, qui a perdu, qui a fait plus, qui a fait moins. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est une histoire de dire qu'il y a des pays qui veulent imposer à un autre pays leur volonté. En disant qu'ils n'ont pas le droit d'avoir ça, ils n'ont pas le droit d'avoir ça. Et en plus, ils ont été, entre guillemets, de bonne foi. Ils ont accepté les négociations, ils ont discuté. Et c'est pas parce que vous allez à des négociations que la personne va être obligée d'accepter tout ce que vous dites. Quand on parle de négociation, ça veut dire négocier. Maintenant, les négociations n'ont pas abouti à quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, moi, je sais juste une chose. Si l'Iran avait des raisons d'avoir l'arme atomique, aujourd'hui, elle en a 100 fois plus d'avoir l'arme atomique. Parce que là, c'est son intégrité qui a été touchée. Et elle peut se dire, bon, bah, si c'est comme ça, autant y aller franco. L'arme atomique, je fais un essai, j'envoie, et maintenant, on met tout le monde d'accord. Après, ça, c'est d'autres histoires. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est quelque chose, c'est assez incroyable, en fait, cette situation. Et en plus, c'est eux qui viennent se plaindre derrière, en disant que oui, Israël a le droit de se défendre pour aller taper préventivement l'Iran, et l'Iran n'a pas le droit de riposter, et il faut désescalader, il ne faut pas riposter. Ils ont un kilo, il est incroyable, mais bon. Mais bon, c'est comme ça. Non, c'est-à-dire, en fait, l'humanité n'aurait jamais dû connaître ces gens-là. Ça, c'est... Ces occidentaux-là, ces britanniques, et puis c'est... En fait, ce sont les forces du mal. En fait, tout le problème qu'il y a sur cette terre de Dieu, Dieu a fait la terre, là, et les cieux, et tout le problème, c'est eux. C'est eux. Ça. Ils sont injustes. Pour eux, tout ce qu'eux ils font, c'est bien. C'est ça. C'est ça, hein. Mais comment tu peux imaginer, par exemple, chez nous, tous les jours, il y a la guerre, ils nous envoient des groupes armés terroristes. Ils nous envoient des groupes armés terroristes qui viennent nous bombarder, ils leur donnent du matériel de guerre et tout, on leur donne tout. Et puis, on nous dit, écoutez, les Maliens, faites des élections et faites partir les militaires qui sont au pouvoir. Voilà. Non, mais lorsque, du côté de là-bas, là, comment on appelle ça, du côté de l'Ukraine, ouais. Ils disent, ah non, attendez, non, il y a la guerre là-bas, il y a la guerre, il n'y a pas d'élection. Non, mais ça n'a pas de sens. Si demain, la guerre qui est en Ukraine, là, si les Russes commencent à bombarder Paris, la France et tout ça, et qu'on demande aux Français de faire des élections, il n'y aura pas d'élection. Mais quelles élections? Mais vous ne voyez pas qu'on est en guerre? Mais c'est ça. Ils sont injustes. C'est des gens qui ne peuvent rester debout qu'en étant injustes. C'est ça. C'est quand même grave. Ils sont en train de fatiguer le peuple iranien. Bon, moi, je soutiens le peuple iranien. Moi, je l'ai dit depuis le départ. Hein. Ouais, non, mais ça, moi, nous, on ne passe pas par 1000 chemins. Non, ça, c'est clair. Moi, je soutiens l'AES. Je soutiens les dirigeants de l'AES. Effectivement. Je soutiens l'Iran. Face à cette injustice que l'Iran est en train de vivre. C'est ça. Et c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. On est dans le même état d'esprit, c'est comme ça. On soutient tous les peuples opprimés. L'Iran, aujourd'hui, est opprimé par la coalition occidentale autour. On le dit, on le dira, et on les soutient. C'est aussi clair que ça. Voilà. C'est tout. Donc, on arrive un peu au terme de notre émission. Quel mot tu as pour la fin envers... Non, en tout cas, je remercie les gens qui prennent le temps de nous regarder. Toutes les questions qu'ils veulent, s'ils ont des questions à poser par rapport à ce qui se passe dans l'AES, dans les différents pays, ils peuvent mettre ça dans les commentaires. Oui. Comme ça, on va faire des émissions sur ça. Il n'y a pas de problème. S'ils veulent. Nous c'est pas parce qu'on soutient les dirigeants de l'AES qu'on ne va pas leur dire ce qui ne va pas. Ah non, on n'est pas ces gens des personnes. Nous, on n'est pas ces gens des personnes à dire qu'on va suivre quelqu'un comme ça, là, comme suivre quelqu'un comme un mouton, on n'est pas comme ça. Non. Nous, on te soutient parce que nous savons que c'est une question existentielle dans notre zone. Exactement. Les pays de l'AES, c'est une question existentielle. Voilà.